Merci. le thème de ce Merci soir. beaucoup, docteur Alaoui. Merci à vous et bienvenue dans la 6e édition de Forska. Vous êtes chez vous. Merci. C'est un grand honneur pour moi. Je voudrais dire tout le plaisir Réciproquement. que j'ai de revoir mes amis de Salé particulièrement, de voir mon maître, le professeur Adnaoui, qui est aussi le doyen de notre faculté, et d'être là. Alors, je voudrais aussi présenter une petite excuse parce que j'ai lu antibiothérapie en situation particulière, alors qu'il s'agit en fait de antibiothérapie sur terrain particulier. Je crois que votre microphone, excusez-moi de vous interrompre, on ne vous entend pas, monsieur Chuchet. Ah, vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez mieux? Oui, là, je crois que ça résonne mieux. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, on pourrait définir les situations critiques par le fait qu'elles engagent actuellement ou potentiellement le pronostic fonctionnel et ou vital. Ces situations critiques ne sont pas toujours infectieuses. Et comme le corps humain exprime sa détresse toujours de la même manière, eh bien, il est difficile de faire la part entre ce qui est infectieux et ce qui ne l'est pas. Et en situation d'urgence, évidemment, on est tenu de donner une antibiothérapie parce qu'on n'a pas encore posé de diagnostic. Mais une fois le sepsis éliminé, évidemment, il faut arrêter cette antibiothérapie. Ah, merci beaucoup. Voilà. Encore faut-il reconnaître la situation critique, et je crois que c'est l'étape la plus importante. Le corps humain, il est sous l'influence du système neurovégétatif, et il existe constamment une oscillation entre prédominance sympathique, prédominance parasympathique. Et cela fait que notre fréquence cardiaque, elle est variable. Et donc, le premier signe qui manifeste une situation grave, eh bien, c'est l'absence d'anomalie de la fréquence cardiaque. Mais cela suppose un matériel adéquat et un logiciel adéquat qui n'est pas toujours présent, même dans les pays les plus développés. Le second signe est l'oligurie, mais évidemment, on ne collecte pas toujours les urines des malades, surtout les malades qui viennent en cabinet, en pratique de ville. Et donc, de façon réaliste, l'un des signes les plus précoces d'une situation grave, eh bien, c'est la tachycardie. Quand on voit un malade tachycarde, c'est urgent. Il faut se poser la question, pourquoi ce malade est tachycarde? Il est en train de compenser quelque chose. À un degré plus avancé, eh bien, le temps de recoloration s'allonge, les extrémités deviennent froides. Et puis, assez précocement, il y a aussi un changement du comportement, notamment chez le sujet âgé. Donc, apathie, anxiété. Et quand le sujet est agité, eh bien, c'est signe d'une urgence gravissime. Évidemment, l'hypotension, la détresse respiratoire signent une situation critique qui est déjà établie. Alors, par ailleurs, le terrain doit alerter à la possibilité d'une situation critique. Et je cite parmi d'autres le patient neutropunique, le patient sous immunosuppresseur, l'âge avancé, et puis le patient taré, le diabétique, la cirrhose, l'insuffisance rénale et le bronchopneumopathe. Alors, très modestement, moi j'ai arrêté de choisir moi-même les antibiotiques, j'ai arrêté de raisonner, j'ai arrêté de faire jouer un peu mon pseudo-sens clinique, parce que maintenant, eh bien, il y a des recommandations pour quasiment toutes les situations. Il y a des recommandations pour toutes les infections. Et notre rôle maintenant n'est plus de réfléchir, parce que quel que soit notre raisonnement, quelle que soit notre logique, ce qui est logique n'est pas vrai, notre rôle est d'appliquer les consensus. Et je pense que Internet a fait que nous sommes plus efficaces, bien que nous soyons plus ignorants. Nous gérons plus un peu notre ignorance que notre savoir. Alors, parmi les infections graves que je voudrais vous proposer, eh bien, il y a le cirrhotique, et on sait que le cirrhotique fait plus d'infections que le sujet normal, que les signes cliniques chez le cirrhotique ils sont souvent absents. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a absolument aucun symptôme, même la CRP ne répond pas chez le cirrhotique. Et par ailleurs, le cirrhotique est intéressant parce que l'antibioprophylaxie permet de réduire le nombre d'infections, d'atténuer
la gravité des infections, de prolonger un peu son espérance de vie, et on les verra dans le diapo qui suit. Alors les infections chez le sirotique, vous les connaissez tous, c'est la péritonite bactérienne spontanée, l'infection urinaire, la pneumonie, la bactérémie secondaire à une procédure médicale, la cellulite, et chez le sirotique, les cultures sont positives très souvent dans 50 à 70% des cas. Les germes les plus en cause dans les infections communautaires du sirotique sont les bacilles gram négatifs, suivis par les cocci-gram négatifs. Escherichia coli est le germe le plus souvent isolé. Les candidoses, quant à elles, ne donnent que 15% des infections chez le sirotique. Donc là, on a à peu près la liste des principales infections que l'on peut rencontrer chez le sirotique avec les organismes en cause et l'antibiothérapie qui, une fois de plus, est recommandée. Je crois que nous, médecins, nous devons arrêter de raisonner ou d'imaginer que tel antibiotique va marcher. Nous devons appliquer les recommandations. Et donc, pour la péritonite bactérienne spontanée, c'est le céphalotaxime ou c'est l'augmentin, ou c'est l'ofloxacine ou la ciprofloxacine. Dans les infections urinaires, c'est la ciprofloxacine, le Bactrim et l'augmentin. Dans la pneumonie, ce serait plutôt l'augmentin plus macrolide ou la moxifloxacine. Et puis, dans les infections des tissus mous, c'est la ceftazidime intraveineuse plus de l'oxacilline. C'est ce qui marche le mieux chez le sirotique. Alors, par rapport à l'antibioprophylaxie, qui est donc la prévention des infections qui sont forcément graves chez le sirotique, eh bien, elle fait appel principalement au quinolone au long cours et particulièrement à la norfloxacine au long cours, notamment chez le sujet qui a fait une hémorragie digestive. Cependant, il y a des études qui ont montré que la ceftriaxone est beaucoup plus intéressante chez le sujet qui a une cirrhose avancée, donc qui a une acide, qui est malnutri, qui est en situation d'encéphalopathie et qui a eu une rupture de varices. Alors vous voyez que de la même manière chez le sirotique avec une acide, avec un faible taux de protéines qui n'a jamais fait de péritonite bactérienne spontanée, eh bien ce sont encore les quinolones qui sont indiqués. Et chez les patients qui ont eu au moins un épisode de péritonite, il faut savoir que le taux de récidive est extrêmement élevé, il est de 70%. C'est-à-dire que 2 patients sur 3 qui ont fait une péritonite vont refaire la péritonite. Et donc la ciprofloxacine orale ou le Bactrim, eh bien, ils ont bien prouvé leur efficacité pour prévenir ou au moins retarder l'apparition de ce second épisode de péritonite. Quant à l'encéphalopathie hépatique, elle était classiquement traitée par la colimycine, par la néomycine, pardon. La néomycine, eh bien, non seulement elle a été prouvée comme étant non efficace, mais on sait aussi qu'elle a des effets toxiques, notamment sur l'oreille et sur le rein. Le métronidazole et la vancomycine et actuellement l'antibiotique de choix, la rifaximine, sont efficaces dans le contexte de l'encéphalopathie hépatique. Et la rifaximine, elle est indiquée en second stage après de lactulose. Pourquoi? Parce qu'elle est chère, parce que aussi, à force de l'utiliser, on risque de développer des résistances. Mais quoi qu'il en soit, cet antibiotique-là améliore la qualité de vie et les performances chez les sujets atteints d'une forme minimale d'encéphalopathie hépatique. Parmi les autres infections graves que je voudrais vous proposer, eh bien, il y a les infections du cou, et je pense qu'elles sont particulièrement graves. J'ai actuellement une petite fille de 12 ans qui est en réanimation chez moi pour ce tableau-là, et croyez-moi, elle est chez moi depuis 3 mois, et elle n'est pas encore sortie d'affaires. Alors, quand on regarde un peu l'anatomie du cou, quand on regarde un peu la littérature ORL, eh bien, le cou est divisé en 13 compartiments séparés par des fascias. Ces compartiments communiquent forcément entre eux, et une infection dans un compartiment peut se disséminer vers d'autres compartiments. Il faut savoir aussi que l'espace disponible pour que le pus se collecte, il est très réduit, donc cette infection a tendance à disséminer,
Et il faut savoir qu'elle peut disséminer aussi bien vers le système nerveux central que vers la moelle épinière, que vers le médiastin, avec des conséquences assez fâcheuses. Ce sont des infections qui ont une origine bucco-dentaire en règle générale. La petite fille que j'ai chez moi dans mon service, elle avait une hygiène dentaire absolument effroyable, et donc ce n'est pas étonnant qu'elle fasse une pneumopathie nécrosante. Ces infections se compliquent de pneumonie, d'abcès pulmonaire, de péricardite, de thrombose de la veine jugulaire, et ce n'est pas rien, et d'ulcération de la carotide. Et le traitement, il est malheureusement médico-chirurgical et il est assez délabrant. Alors, c'est des germes qui sont souvent résistants, et donc le choix de l'antibiothérapie initiale, elle est cruciale. Ici, j'ai voulu vous illustrer, j'ai copié d'un article, donc le cas d'un monsieur qui a eu une perforation œsophagienne spontanée sur des vomissements. Et donc, vous voyez que sur la radio B, il a développé un épanchement pleural. Et sur la radio C, ce n'est pas très visible, malheureusement, il a eu un drain thoracique pour évacuer cet épanchement. Et dans cet épanchement, il y avait des débris alimentaires. Donc, j'imagine que ce patient va mettre longtemps pour guérir. Cette table illustre un peu les principales localisations des infections du cou, donc l'espace solo-mandibulaire, l'espace pharyngé latéral, le rétropharynx et l'espace du danger. Il est dit espace du danger parce qu'il va du cou jusqu'au diaphragme. Et comme il y a la gravité et comme on respire en pression négative, tout abcès qui est situé dans cet espace-là va aller disséminer vers le bas. Et vers le bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur et le médiastin. Donc, vous imaginez les conséquences. Il y a l'espace prévertébral, avec tout ce potentiel de lésion à la fois des vertèbres et de la moelle épinière. Il y a le médiastin qui peut être responsable de tamponnade, de pyothorax, de pneumonie. Et puis, il y a aussi les sinus, il ne faut pas l'oublier, qui peuvent thromboser le sinus caverneux ou le sinus longitudinal. Alors, dans une étude de 981 patients, l'origine de l'abcès profond du cou est l'infection oropharyngée dans 35% des cas, l'infection dentaire dans 23% des cas, l'infection de la peau, une lithiase des glandes salivaires, une inflammation des glandes salivaires, un traumatisme par ingestion de corps étranger, la tuberculose et puis l'infection d'un kyste congénital, donc d'une malformation. Et par rapport aux germes que l'on retrouve dans ces infections-là, eh bien, vous avez dans 42% des cas une infection monomicrobienne. Un peu plus souvent, vous avez des infections polymicrobiennes. Et vous voyez que vous avez de tout. Vous avez des grammes positifs, des grammes négatifs, des anaérobies. Et concernant l'antibiothérapie qui a été choisie par différents auteurs, eh bien, voilà, je la cite. Donc, c'est principalement pénicilline plus une pénième ou plus clindamycine. Et vous verrez que le taux de couverture n'est pas extraordinaire. Quand on utilise des médicaments que je dirais relativement simples de première intention, tels que la pénicilline, la gentamicine, la clindamycine, eh bien, on a un taux de couverture de l'ordre qui est aussi entre 67% et 76%, avec le score le plus mauvais. Et pour l'association pénicilline-métronidazole, on a un score à 16%. 5 minutes. Donc, j'ai retrouvé une autre table où les antibiotiques proposés sont à spectre beaucoup plus large. Et donc, vous avez des carbapénèmes, le méropénème, piperacilline tazobactam, etc., etc. Professeur? Oui. Vous avez 5 minutes. Donc, je termine dans ce cas. Je vous remercie de m'avoir bien voulu m'écouter. Et puis, je m'arrête parce que la BPCO prendra un peu plus que 5 minutes. Merci beaucoup, professeur Souquet. Merci pour ce